Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue dans votre 20h. C'est pendant le 20h. Pour m'accompagner ce soir, Marie-Ange, Philippe, Inès Morat, Marcel Pétrichol et Xavier Affre. Je suis ravie de vous accueillir pour ce spécial Folie. L'éloge de la folie, c'est avant tout une œuvre satirique du XVIe siècle signée Erasme qui dénonce les vices et les bassesses des hommes et on appelle à plus d'honnêteté et plus de vérité. C'est pas folichon tout ça. Alors heureusement, ce soir, un vent de folie souffle sur ce Culture Club avec au sommaire des BD avec L'Aliéniste de Fabio Moon et Gabriel Bas et Arkham Asylum de Mackin et Morrison. Du cinéma avec À la folie de Wang Bing et Schizophrénia de Gerhard Kargel, un livre, Le génie et la folie de Philippe Breno. Et notre bonus track sera consacré à Raymond Depardon, L'œil des fous. Marcel, on commence avec vous. Vous avez choisi de nous présenter L'Aliéniste, donc je le rappelle, Fabio Moon et Gabriel Bas, aux éditions Urban Comics, qui pose la question en fait essentielle, où commence la folie? Oui, vous allez voir. Alors je vous parlais du docteur Simon Bacamart, c'est un des plus grands médecins brésiliens, il a étudié en Europe notamment, il a exercé aussi là-bas. Il revient dans son petit village natal au Brésil, village d'Itaguaí. Il est véritablement passionné par son métier, il lit beaucoup, il fait beaucoup de guérison, puis il va vite se passionner pour quelque chose qu'on ne connaît pas encore, ce sont les méandres de la psychisme humaine. Il a une idée, il va voir le conseil municipal et il dit, au lieu de laisser tous les fous enfermés chez les gens, eh ben on va tous les mettre dans une seule et même maison. Le conseil municipal accepte, cette maison va être construite, cet asile, il l'appelle la maison verte. Et tous les fous vont donc y être accueillis. Il va étudier, il va s'apercevoir qu'il y a différentes pathologies, il va les classer par genre, celles qui sont les plus dangereuses pour les patients et pour les gens. Et puis, il a de plus en plus d'influence au sein du village, cet aliéniste. Et puis, petit à petit, il veut découvrir encore plus de choses sur la folie. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va interner de plus en plus de gens, mais y compris des gens qui sont parfaitement normaux pour leur entourage. Alors, c'est une adaptation d'une nouvelle brésilienne, bien sûr, qui a été écrite en 1882. Ce texte est considéré comme un véritable petit joyau au Brésil. C'est je vais lire le nom de Joaquim Maria Machado de Assis, à vos souhaits. Et c'est vraiment un petit joyau. Il y dresse vraiment, c'est une chronique absolument imparable sur l'absurdité humaine. Et le tour de force, c'est que c'est une adaptation qui est remarquablement réussite. Ça nous donne une relecture sensible et subtile, parfois drôle et parfois tragique de cette nouvelle. C'est vraiment une formidable fable ironique. Et le dessin n'est pas en reste. Le dessin, c'est tout dans les couleurs sépia. Ça donne un petit air rétro qui colle parfaitement au récit. Les auteurs, ce sont des jumeaux brésiliens qui s'étaient déjà illustrés dans une autre BD. Et franchement, c'est remarquablement bien fait. Et ça pose une question. Voilà, si vous pouvez y répondre. L'aliéniste est-il celui qui soigne la folie, celui qui la fabrique ou celui qui la porte en lui? Xavier, vous avez 1 minute. C'est court. Les trois. La réponse. Non, peut-être le dernier. Celui qui la porte en lui. Celui qui la porte en lui. Pour le cas, là, oui. Deuxième sélection. Deuxième sélection. On ne pouvait pas parler, quand on parle de folie, de Batman et du Joker. C'était impossible. Donc, Arkham Asylum. Alors, c'est un roman graphique. On suit 2 histoires en parallèle. L'histoire d'Arkham, en fait, l'histoire de celui qui a créé Arkham. C'est une maison familiale. La femme et la fille de cet homme vont se faire tuer et il décide d'en faire un asile. Et en parallèle, on suit Batman qui est convoqué à rentrer dans cet asile d'Arkham par le Joker qui a pris les gardiens en otage, qui menace de les massacrer. Donc Batman va rentrer dans cet asile et là, ce qu'il va devoir combattre, c'est tous ses ennemis, mais c'est sa propre folie qu'il va devoir combattre parce que le but du Joker, c'est de montrer que Batman, il a sa place dans l'asile avec eux. C'est ça. Alors, j'ai une question pour vous, Marcel. Est-ce que la folie rime toujours avec noirceur, violence, en tout cas dans les BD? Dans les BD, oui. Oui. Ouais. Et surtout avec le Joker. Même si j'y rigole de temps en temps, il a un côté comique. Mais ça ne dure pas très longtemps, son côté comique. Ouais. Oui. D'ailleurs, son sourire figé en témoigne un peu. Il a une folie qui est un peu comme dans No Country for Old Men et Javier Bardem, et à la limite du burlesque, des fois. C'est ça. Après, il est devenu encore beaucoup plus noir au fil des albums, mais au début, c'est un clown.
pratiquement un clown. Deux mots sur vraiment le graphisme, parce que cette œuvre, c'est surtout connu par son graphisme, et David Makin, qui dans cette œuvre mélange plusieurs techniques. Il y a du collage, il y a de la peinture, il y a du dessin. C'est une œuvre qui, graphiquement, c'est un incontournable de la bande dessinée. On aime, on n'aime pas, mais quand on voit les images, on en parlait avec Marie-Ange, quand on voit le Joker, on a peur, on est terrifié. La manière qu'il a su retranscrire la folie à travers les images, c'est absolument fabuleux. Alors, Xavier, vous avez feuilleté? Non, mais je n'ai pas eu le temps. Mais non, ça m'intéresse. Et puis c'est vrai que la couverture, je ne sais pas si je sais pas si tu l'avais mise. Voilà. Je trouve ça très très incroyable. Elle est incroyable cette couverture. Ça fait déjà peur dès la couverture. C'est le Joker qui fait vraiment très très peur. Non, et le mélange de style est vraiment intéressant. Collage, dessin, ça c'est c'est le découpage. Très, très... Il y a un découpage très particulier aussi. On n'est pas dans la BD traditionnelle. On est vraiment dans le roman graphique. Oui. Allez, on continue en images. Xavier, avec vous, le cinéaste Wang Bing lève une partie du voile sur, alors non pas le traitement de la folie en Chine, mais sur la gestion de la folie en Chine au sein d'un hôpital psychiatrique. Alors c'est même pas tout à fait ça non plus, parce que c'est très particulier son film. C'est un film court de Wang Bing, parce qu'il fait 3h47, sachant que son premier documentaire faisait 9h48 à l'ouest des rails. Voilà, c'est un film court pour lui. Donc c'est sans doute l'un des plus grands cinéastes documentaristes dans le monde. Il a fait un film de fiction aussi, pas très longtemps. Incontournable quand on veut comprendre ce qui se passe en Chine, et je dirais même dans le monde, parce qu'il y a un petit côté universel dans son film, et c'est ça qui est assez fort. Alors, c'est grand observateur de la société chinoise, mais c'est vrai que c'est pas ça se passe dans un hôpital psychiatrique. On est avec 50 hommes, c'est au sud-ouest de la Chine. Et il a choisi de filmer une cinquantaine de pensionnaires. Il y en a plus de 200, donc il les filme pas tous. Ce sont des gens qui vivent enfermés, bien sûr, qui traînent un certain mal-être, mais ce sont à la fois, alors la folie, des fois on se dit, certains ne sont pas forcément atteints de folie d'ailleurs, ce sont des opposants politiques, alors vu le traitement qu'on leur réserve, il y a de quoi tomber effectivement dans la folie quand même, donc soit des déviants, il y en a, soit des opposants politiques, et c'est vrai que ce quotidien de résistance en fait, et de rapprochement entre eux, c'est ce que veut montrer un petit peu Wang Bing, ce côté un peu humain dans ce centre, de leur donner la parole par exemple, pour lui c'était quelque chose d'essentiel. Alors il faut savoir que c'est une immersion complète, plusieurs mois dans l'établissement, sans vraiment dire, il leur a un petit peu dit, mais bon il leur a pas vraiment dit qu'ils allaient le faire forcément un film après. Des gens se sont confiés, ont parlé. Donc ça donne une œuvre qui est... Alors c'est sûr qu'encore une fois, les amateurs d'action et de scènes à couper le souffle, c'est pas le but. On est dans une plongée vraiment... c'est très réaliste. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'on voit plein de choses. On voit des gens qu'on ne voit pas d'habitude, surtout en Chine. Les déviants, on les met souvent, on les enferme comme chez nous. Mais on n'en parle absolument pas. Il y a même des scènes... Il y a une scène intéressante d'ailleurs où on voit par exemple quelqu'un qui rentre dans sa famille, et en fait on se dit qu'il est peut-être mieux même à l'asile. Dans sa famille c'est une catastrophe, le père n'en veut pas, veut même pas le voir. Donc il est aussi enfermé dans sa famille que ce qu'il est enfermé dans l'asile. Donc voilà, tout ça est montré. Alors c'est sûr qu'on voit les traitements, les soins, ou le manque de soins qui est apporté, ça c'est une évidence, mais c'est pas vraiment un film politique, même que c'en est un, évidemment, parce qu'il le dit, je veux pas faire un film politique, mais enfin indirectement ça en est forcément un. Mais voilà, c'est tout ça qui est intéressant, je trouvais ça très touchant, parce qu'on voit plein de choses, on voit des nus, on voit même des rapprochements, on voit des prisonniers qui se caressent, mais il n'y a pas d'homosexualité, il n'y a pas de sexe en fait, véritablement. C'est une façon de résister face à leur sort, et je trouve ça assez beau. Et voilà. C'est humain. C'est humain, plan fixe, travelling, c'est sûr, mais c'est humain. Marcel, vous avez regardé pendant ces 3h47 Non, pas 3h47, mais je l'ai regardé. Ouais, je te rejoins. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il n'y a pas de mélo, il n'y a pas de pathos. C'est vraiment un œil complètement neutre qui porte sur ces gens. Beaucoup de tendresse, beaucoup de sentiments. Et en revanche, c'est un film qui nous marque, qui nous prend à la gueule, quoi. Tu as dit, c'est une immersion. On plonge carrément dedans. Et même si ça dure 3h47, je n'en ai pas vu 3h47, mais c'est vite passé. Voilà. C'est tout simplement un manque de temps, mais on ne voit pas passer le temps quand on regarde ce film. Quand je disais grand metteur en scène, parce qu'il y a un grand réalisateur chinois que j'adore, que je sais placer quand je peux, là, je sais pas une fois un peu porte de la Chine, il s'appelle Jia Zhangke, qui est un grand metteur en scène aussi, soit par des films. Alors lui, il fait des films de fiction documentaires, c'est extraordinaire, et des documentaires qui ressemblent à de la fiction. Et comme quoi on brouille là aussi, on pourrait faire une thématique un jour sur le brouillage entre le documentaire et la fiction, où est la fiction et le documentaire. Et Yang Bing vient de sortir un film.
Enfin, le film vient de sortir en France dans quelques salles, hein, vous imaginez. Ça s'appelle Argent amer. Et là aussi, le film est vraiment intéressant. Beaucoup plus court, hein, celui-là, encore une fois. Donc, je précise parce que bon... 2h50. Ouais, voilà, dans les 3 heures. Mais encore une fois, il est question du capitalisme et surtout les travailleurs chinois. Donc, extrêmement intéressant. D'accord. Et alors, beaucoup plus léger maintenant. Schizophrénia, de l'Autrichien Gerhard Kargel, une fiction inspirée d'une histoire vraie. On fait dans la légèreté, là. Voilà. Alors oui, c'est un film qui va repousser beaucoup de monde, évidemment, ça je le sais. Un film qui n'est pas très connu du grand public. Quand on dit Schizophrénia, vous savez, c'est pas excessivement connu, mais c'est un film culte, hein, quand même, dans les milieux cinéphiles. C'est un des films préférés, je crois, de Christophe Gans. Ah non, Gans et de Gaspard Noé. Bon, moi qui n'aime pas Gaspard Noé, je suis un peu étonné parce que celui-là, je l'aime bien. Mais justement, dans cette histoire inspirée d'un vrai serial killer, hein, donc, qui s'appelle exactement Werner Nisek, qui avait tué 3-4 personnes parce qu'il était atteint de folie pure, hein, véritablement. C'est Carlotta qui a réédité cet objet unique, quand même, en DVD et Blu-ray, heureusement. Donc, l'histoire est simple, hein, un psychopathe sort de prison, il a purgé une peine de plusieurs années pour avoir tué, pour avoir fait plusieurs meurtres, et il est à la recherche de nouvelles victimes. Et il tombe dans une maison avec une femme et 2 enfants. Donc là, il y a la morale, évidemment, il n'y en a pas un. C'est pas cherché, non, ce n'est pas aux États-Unis. Donc il n'y a pas de volonté d'humaniser les personnages, bien entendu. Il n'y a pas non plus de compassion. Hein, je précise parce qu'on va peut-être m'accuser de montrer un film limite scandaleux. Il n'y a pas aucun recours à la psychologie pour expliquer quoi que ce soit. En revanche, le réalisateur essaie de faire carrément une autopsychanalyse, c'est presque une autopsychanalyse du tueur. C'est-à-dire qu'il est tellement près de ce tueur, l'idée c'est j'ouvre la tête et je rentre dans la tête de ce tueur. Il faut dire que Erwin Leder, l'acteur, c'est une prestation extraordinaire. Est-ce que ça tourne à la fascination un peu malsaine? Alors, il y a un petit côté, c'est une évidence. Bon, il y a un petit côté évident, mais quand même, c'est une expérience de cinéma. Donc après, on peut la critiquer ou pas, comme on critiquait des œuvres d'art il n'y a pas très longtemps, ou l'art contemporain. Bon, c'est pareil. Lui arrive par son visage, c'est une performance. Tantôt, c'est un enfant, ce qui a peur, on le voit. Tantôt, c'est un monstre, mais incroyable. Il y a des plans, le chef opérateur qui s'appelle Zbigniew Rybczynski a fait des plans, il y a des plans extraordinaires dans ce film, de mise en scène, hein, j'entends. Tout est de question de subjectivité aussi. Le travail est intéressant là-dessus. C'est lui qui pense, donc c'est à travers lui qu'on voit les choses aussi. La bande originale aussi est vraiment intéressante. Elle est signée Klaus Schulze, elle est récupérée par Michael Mann dans Le Sixième Sens. Un morceau qu'il avait, mais elle fait peur quand même. C'est vraiment une expérience unique. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'on prend du plaisir à revoir ça, mais il faut le voir quand on aime le cinéma, un peu comme La Grande Bouffe. C'est complètement différent, mais c'est le même principe. C'est pas un film qu'on voit tous les jours, hein. Bon, mais il faut le voir. Ça dit quand même quelque chose. D'accord, bon allez, on vous écoute, on vous suit sur ce coup. Entre le génie et la folie, la frontière est souvent mince. Inès, avec vous, le livre Le génie et la folie. C'est ça. Alors en fait, Philippe Bruneau, psychiatre, anthropologue et sexologue, s'intéresse donc à la question de la folie et de son rapport avec le génie, plus spécifiquement dans les domaines de la littérature, de la musique et de la peinture. Alors, il faut dire que vraiment, il y a matière entre les crises hallucinatoires de Rimbaud, les phases maniaco-dépressives de Goethe ou Schumann, mais encore l'effondrement de Nietzsche ou de Camille Claudel. Alors, d'abord, question évidente, qu'est-ce qu'un génie? Alors, il se définit d'abord par une œuvre innovante, transgressante et par une continuité dans cette œuvre. Ensuite, le génie doit être durablement reconnu de tous pour sa contribution à l'héritage de l'humanité. Alors déjà, rien que dans la définition, une piste se dessine. Pour créer une œuvre éminemment nouvelle, en rupture totale avec le contexte social qu'il a engendré, ne faudrait-il pas pouvoir se couper du monde réel? Alors, cette déconnexion, ce rapport au monde qui ne va pas de soi, beaucoup de créateurs visionnaires l'ont exprimé. Et puis, il y a cette inspiration incessante, ressentie comme trop envahissante, comme un assujettissement. Je est un autre, n'est-ce pas? On parle de muse, d'obsession, de transe. La poésie, composée de sang-froid, est éclipsée par la poésie de ceux qui délirent, écrit Platon. Alors, en fait, Bruneau va nous expliquer, en s'appuyant sur les recherches scientifiques récentes, que la créativité et les troubles bipolaires, par exemple, seraient étroitement liés et que la fameuse fièvre créatrice serait une sorte de variante de cet état, puisque à la phase dépressive qui vraiment on se remet en cause, succède une période d'intense activité, de défilement d'idées et de confiance en soi. Seulement, lorsque les symptômes deviennent trop intenses, la créativité
s'effondre. Donc si le génie tutoie la folie, il doit aussi pouvoir la tenir à distance, ce qu'il fait par l'édification d'une œuvre qui parvient à dresser un rempart. Et je vais finir par citer Artaud. Nul n'a jamais écrit, peint, sculpté, modelé, construit, inventé que pour sortir en fait de l'enfer. Alors justement, Inès, pour continuer, est-ce que le génie et la folie sont les deux faces d'une même pièce? Oui. Alors Bruno conclut d'ailleurs son ouvrage en soulignant que nous devons nos avancées à ces êtres inspirés, dotés d'un génie authentique, chez qui la création accompagne en fait le processus de reconstruction psychique. Alors, il rejoint ici le psychiatre Ernest Kretschmer sur le fait que si nous ôtions en fait de la construction de l'homme ce facteur psychopathologique, en fait, il ne resterait qu'un homme normalement doué, comme c'est banal finalement. Donc, en somme, cette souffrance, la souffrance de ses créateurs, elle est riche de potentialités. Elle fait tout simplement partie de la condition humaine. Voilà, c'est dit. Non, j'avais une question, je ne sais plus, mais c'est pas grave, on enchaîne. Marie-Ange, vous allez nous présenter le bonus track avec Raymond Depardon, qu'on ne présente un autre plus. génie. Voilà, un autre génie. Une série de photos, d'abord, sur la folie. Oui, alors bon, Raymond Depardon, pour recadrer, c'est le maître absolu de la photographie, je dis ça en toute objectivité. C'est un photographe, cinéaste, journaliste, enfin c'est un homme sans limite créative. Alors, il a souvent étudié la thématique de la folie et de l'enfermement parce qu'il a eu une expérience traumatisante au Tchad d'un enlèvement et depuis, ça a été une obsession. Et à la fin des années 70, l'Italie se débarrasse un peu de ce qu'on appelait avant les asiles et il est appelé pour photographier plusieurs de ces asiles qui sont en train d'être transformés, dont celui de San Clemente à Venise. Il photographie donc la folie qui est recluse sur elle-même et c'est une série de photos des plus belles à voir du photographe, voire des plus belles de la photo tout entière. Alors je ne sais pas par quel bout prendre vraiment le commentaire de ces photos tant elles disent de choses à la fois du photographe, mais à la fois de l'humanité parce que c'est un véritable travail d'exploration sur l'homme. Michel Foucault disait de l'homme à l'homme vrai, le chemin passe par le fou. Eh bien c'est illustré dans toute cette série. Il se qualifie, donc Raymond Depardon, il se qualifie un peu comme un voyeur professionnel qui observe la douleur, mais ce qui est frappant, c'est qu'il tient la bonne distance pour faire de cette série une série mais vraiment saisissante, et le mot est pesé. Il montre la solitude, le désespoir, la souffrance, la colère, mais aussi la beauté qui s'en dégage. Je pense par exemple à une photo d'un patient qui est complètement replié sur un chauffage, les jambes entremêlées, qui est fini par de délicates chaussures en tissu. On dirait qu'il est épuisé de sa folie, épuisé de ses longues journées dans l'asile. Et il a une figure d'un danseur. Oui, un peu comme un danseur. C'est assez sublime. Et en plus, les jeux de construction, la construction de Depardon et les jeux en noir et blanc vraiment figent les expressions, les 1000 palettes que peuvent avoir ces personnes qui sont traversées par des sentiments assez incroyables. Alors ça, c'est pour la photo. Il est également auteur de 2 documentaires. Oui, alors donc après cette série de photos à San Clemente, il a tourné un documentaire qui est sorti en 82. Et 40 ans après, il poursuit son travail avec un documentaire sorti au mois de novembre dernier en France qui s'appelle 12 jours. Alors je l'évoque très brièvement parce que j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler de manière plus longue parce que ça vaut le coup. 12 jours, c'est le temps imparti à la justice pour qu'un juge estime si un malade doit être hospitalisé ou pas sans consentement. Alors, entre San Clemente et 12 jours, ce qui est frappant, c'est qu'on voit que les institutions ont changé, mais la folie aussi a changé, le rapport à la folie a changé. Si on pouvait trouver un peu de jaillissement et de joie dans San Clemente, dans 12 jours, il n'y a que de la détresse immense, du désespoir, et qui vient malheureusement de la fatale lucidité de ces futurs patients. En creux, bien évidemment, le documentaire traite de la liberté, mais aussi et surtout de notre inhumanité face à ces gens qui, je cite un patient, ont simplement la folie d'un être humain. Mais alors, ce qui est frappant aussi dans ce documentaire, c'est les yeux, le regard des juges des libertés et de la détention qui semblent complètement désemparés et désarmés face à ces justiciables pas tout à fait comme les autres, et qui leur parlent de manière très raisonnable. Oui, ben justement, c'est la folie face à la rationalité pure qui est la justice et que sont les lois. Ils sont désemparés parce que
ces fous, entre guillemets, sont complètement lucides. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un moment très frappant où donc il y a quelqu'un qui dit mais juste, je serai toujours folle, laissez-moi rentrer chez moi pour que je me jette du 3e étage. Et là, la juge répond mais je ne peux pas répondre à cette question, je ne suis pas compétente pour vous dire si vous pouvez vous suicider ou pas. C'est quand même d'une violence et d'une rationalité face à ce problème. Oui, ça nous désempare complètement. Ouais. Alors, le fait de cacher les fous, de les enfermer, est-ce que ça nous rassure sur notre propre normalité? En fait, en les enfermant, la norme sont ceux qui restent. Pardon. Alors, peut-être Inès. Non, mais c'est ça, en fait. Quand on donne sa place aux fous, en fait, c'est la culture qui indique où se trouve la norme sociale et vraiment la césure entre le normal et l'anormal. Du coup, ça pose la question, est-ce qu'on doit vraiment soigner tous les fous, dont les génies, je reste sur mon obsession, au risque de l'étouffement et même de la stérilité? Oui, je disais, Depardon disait qu'il a été interviewé, je crois que c'est dans ce petit livre qui est, pour ceux qui ne connaissent pas Depardon, qui retrace l'œuvre de Depardon entière, donc c'est une bonne porte d'entrée. Je crois qu'il a dit à un moment donné, heureusement, il y a encore des fous dehors, parce que c'est aussi ça permet aussi déjà de diversifier la population pour que tout le monde ne soit pas normé, et effectivement, ça donne lieu à des génies. Voilà. Qu'est-ce que l'appréhension de la folie dit de la société? Alors, appréhension non pas dans le sens inquiétude, mais plutôt compréhension. Elle dit beaucoup de réserve et enfin, moi, ça m'a vraiment frappée. Elle dit que l'humanité n'est pas humaine. Enfin, c'est tout. On est face à des fous, même on le voit, on fait l'expérience tous les jours dans la rue. On détourne le regard, on ne sait pas comment appréhender l'autre. On est tourné vers soi-même et on n'arrive pas à aborder l'autre. Et ça dit qu'on est complètement replié sur notre psychisme qui nous rassure, c'est tout. Peut-être qu'on a peur des réactions. Qu'on se dit qu'ils sont fous, on a peur de la réaction, on n'ose pas aller vers eux aussi. Je pense que ça y fait beaucoup aussi. Et comme tu dis, on se renferme de plus en plus. Et on les enferme en même temps, en n'allant pas vers eux. Et voir absolument le travail de Depardon, qui de toute façon, que ce soit photo ou cinéma, est un travail extraordinaire. Tout ce qu'il a approché, les paysans, ça devient la référence, son profil paysan en plusieurs volumes, là, la vie des paysans, c'est extraordinaire. Ce qu'il a fait sur la justice, flagrant délit, 10e chambre d'audience, instant d'audience, enfin, c'est tout ce qu'il a abordé, la justice, les paysans, la folie, il l'aborde avec une lucidité, lui, pour le coup, et clairvoyance et bienveillance. Et c'est des documentaires, c'est des modèles. On les montre d'ailleurs dans les écoles, donc c'est bon signe. Inès. Oui, non, je rebondissais sur la peur. Donc oui, on parlait notamment des yeux, du regard en photo, les yeux, le miroir de l'âme. Et quand on les regarde, quand on ose regarder un fou, c'est à sa propre fragilité, finalement, qu'on se confronte. Xavier, je suis étonnée. Pas de vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors, ça aurait pu. En fait, j'avais envie de placer des œuvres dont on parle peu. Wang Bing, on lui donne pas toujours la parole. Mais j'aimais bien son approche. Ça correspond à ce que vous avez dit là, ce qu'on vient de dire en tour de table, sur la façon d'appréhender la folie et de s'intéresser aux gens, de passer du temps avec eux, de leur donner la parole et de constater qu'il y a aussi beaucoup d'amour. D'ailleurs, en chinois, le titre veut dire amour fou, et le réalisateur disait amour fou, c'est quelqu'un qui est fou d'amour. Mais c'est aussi la relation entre l'amour, la folie. Voilà. Il y a plusieurs sens dans son titre qui est très beau. Alors évidemment, le titre français à la folie est moins. Mais bon. En conclusion, le tour de table. Alors, est-ce que faire l'éloge de la folie est-il le signe d'un esprit saint? Ne serait-ce que pour exorciser la sienne, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Tu l'as dit, c'est exactement ça. Il le faut. Ah oui. L'éloge de la folie. Xavier. Oui, après, l'éloge de la folie dans l'art, par exemple, parce que je reste sur l'art, je me retranche derrière. Oui, non, c'est essentiel. Et puis ça permet d'échapper à la norme. J'aime pas ce mot norme, normé, ça veut c'est rien une zone dire. un peu vide, oui. Voilà, c'est très creux. Et C'est quoi la norme, c'est quoi la folie finalement? Et si on devait définir la norme? Je vous renvoie la balle. Ah, c'est très difficile. Et même On l'a la folie, défini d'ailleurs. justement par rapport aux fous. C'est eux, en fait, ils sont essentiels. On parlait de psychopathes tout à l'heure. Il y en a 1% dans la société. Ils sont essentiels. On les retrouve au plus haut poste. Ils sont dénués d'empathie, par exemple. Ça aide à trancher. Donc oui, c'est comme je le disais, c'est vraiment la conclusion. Ça fait partie de la condition humaine. Ça n'est pas à éradiquer, évidemment, à enfermer. Mais les vrais fous sont-ils dans les asiles?
La question se pose. Ah ben, je crois que Pas tous. peut-être sur ce plateau. Il y en a peut-être là. Ou le génie, on ne sait jamais. Eh non. Moi, ce que je vous propose pour une prochaine émission, c'est de faire faire notre profil psychiatrique. Non, non. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'était ça très sain. Oui. Voilà, merci Marie-Ange. C'est très sain. Allez, très bien. En conclusion, chers amis, l'éloge de la folie, on l'a dit, est-elle le signe d'un esprit sain? En gros, oui. Marie-Ange, Inès, Marcel, Xavier, un grand merci. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est tous finalement le fou de quelqu'un. Voilà. Et pour prolonger cet état de folie, je vous rappelle quand même les œuvres du soir avec L'Aliéniste de Fabio Moon et Gabriel Ba et Arkham Asylum de Makin et Morrison, les deux aux éditions Urban Comics. À la folie de Wang Bing et Schizophrénia de Gerhard Kargel. Le génie et la folie de Philippe Breno et ça c'est aux éditions Odile Jacob. Ou encore L'œil des fous de Raymond Depardon. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 3 Corse via Cell. Vous pouvez nous regarder à la folie sur les internets en replay. Merci de votre fidélité et à très bientôt, toujours pendant le 20h.